Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode hors série de Tour Zéro. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial puisque nous avons avec nous le champion de France, Mirakuru, aussi appelé Kevin, mais bon, franchement, Mirakuru, tout, oui, qui a accepté donc de venir répondre à quelques questions et discuter de son parcours nationaux. Donc déjà, merci d'être venu et comment ça va? Ça va très bien. Merci de m'inviter pour parler des nationaux. Et je suis celui qui a joué le deck de tricheur d'après Croissant. J'ai dit ça récemment. Oui, oui. Franchement, il y a des trucs dont j'ai vraiment l'impression qu'il y a des trucs dont je me plains beaucoup plus que Lexi. Tu vois. Ah mais c'est pas Je parce pense que qu'il y a tu te des plains trucs. plus de quelque chose que tu t'es pas plaint de Lexi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On est d'accord. Mais c'est parce que, en fait, vous savez pourquoi? C'est parce que il y a un joueur que j'adore qui s'appelle Fortunus. Et comme il n'a pas de plateforme sur lesquelles s'exprimer à part le Discord français par message, je suis obligé de relayer son sel. Donc, on a une politique très stricte qui est ban Codex, ban Lexi, ban Dromite, ban Oasis. Et après, peut-être, on pourra s'amuser un petit peu. Voilà. Donc, je relaye le message. Oui. De toute façon, on sait très bien que si ça joue des rouges, tu considères que c'est un truc de tricheur, mais à côté, t'es quand même content parce que ça fait que ça protège moins contre les sorts. Donc, Ouais, c'est ça. Hein. le paradoxe de croissant. Non mais ouais, vraiment merci Ouais. Kevin de te joindre à nous parce qu'en plus, enfin t'es pas forcément la personne qui communique le plus, qui est Sur les le réseaux. plus active. Oui, non mais évidemment. Qui- non, le Mirakuru quand il est dans une pièce, il ne parle. Non mais t'es pas forcément la personne la plus vocale, on va dire sur le Discord, sur tout ça. Donc je sais que c'était pas forcément quelque chose qui était enfin que tu voyais comme indispensable à faire, on va dire. Et du coup, c'est super cool d'avoir accepté Ouais. de passer nous voir. Non, mais ça fait plaisir ouais, de parler avec vous et tout. Si vous êtes bienveillant, du coup, ça va. Let's go. Ça y est, Ouais, petit c'est un de nos bingo. buts en plus. Je sais pas, il y a Night Crash dans la cour. Tour Hein. Night 0 Crash, est il est un peu malveillant bienveillant. quand même. Hein. Il joue faille, Night Crash. Donc Il est malveillant faille quand est même. quelque chose de bienveillant. Je note. Cano aussi, Voilà. let's go. Cano aussi, c'est bienveillant. Du coup, c'est-à-dire que Holdim et Dromai, c'est bienveillant aussi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais... Holdim, c'est Non, basique. mais non. Dans les deux formes. Dans les deux. Non, mais Mon cœur. je pense qu'on peut commencer un peu parce on a quelques questions en tête qu'on avait un peu envie de poser pour voir. Pour vous donner une idée juste aux gens qui regardent cette vidéo, du coup, ça va être un peu le même format que celle de Smilou. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. C'est celle du coup de l'autre finaliste des championnats de France de cette année, qui est un super joueur aussi. Et du coup, ça va être plus sur le mental, sur la préparation un petit peu et sur globalement le ressenti sur le tournoi et sur le jeu dans l'ensemble que des choses très spécifiques liées au decklist ou au match-up que Kevin a pu avoir. Et du coup, dans cette veine-là, première question, on se demandait un petit peu depuis combien de temps tu joues à Flesh and Blood et puis est-ce que tu as joué à d'autres choses avant? Si oui, qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un jeu à celui-là et surtout que tu restes sur Flèche. Bah, du coup, avant, je jouais au Speed Duel. C'est un format un peu comme le Blitz à Yu-Gi-Oh! Mais après, il y avait la période de Covid et tout. Et du coup, là, il y a Konami qui a arrêté de supporter le jeu et sortait les produits tous les ans, genre un produit par an. Et c'était que des reprints. Et du coup, j'ai vraiment pas aimé. Et du coup, après, j'ai demandé à Ludo de la boutique LudiWorld s'il me conseillait un autre jeu et tout parce que je voulais arrêter le speed duel. Du coup, il m'avait parlé de Flesh and Blood. Je crois à l'époque, on était encore entre 30 et 50 joueurs. Et du coup, j'ai vraiment aimé la mécanique où c'est un peu comme Mortal Kombat, on se tape, et après on peut se fatigue quand on n'a plus que des bleus et tout. Du coup, bah, j'avais vraiment aimé. Après, j'avais commandé des cartes. Du coup, à l'époque, c'était avant que Crucible Unlimited sorte. Du coup, il y avait Spoil of War qui était entre 60 et 80 euros. Euh, il y avait Fight Center qui était entre 40 et 60. Et après, Command and Conquer, c'était 35-40 euros. Du coup, ça allait. Ah oui, ok. Ça a bien changé depuis le temps. Hein. Ouais, c'est quasiment ce prix-là maintenant avec les reprints françaises et tout. Ouais. Mais... Ouais. Et du coup, le premier héros que j'ai joué, c'était Aira. J'ai bien aimé la mécanique et tout. Du coup, j'avais commandé quelques cartes au Canada, c'est-à-dire le héros et les quelques bleus de Crucible. Et j'avais acheté aussi une display chez LudiWorld. Du coup, dans la première display, j'ai eu la tunique.
coup, je dis c'était pas mal et Let's tout. go. C'est pas mal, c'est pas horrible. Ça, ça a l'air d'être une bonne carte. Ah ouais, solide quand même. C'est ça. Pour les gens qui Après, ont là, jamais vu, pour les gens qui ont jamais vu Ira, c'est le deck qui vous est proposé si vous souhaitez apprendre le jeu. C'est le premier deck d'initiation de Flesh and Blood, on vous montre Ira. Ah, au départ, c'était même un héros avant Crucible et avant le Blitz. C'était un héros qui n'était jouable que lors des parties d'initiation, qui était fait pour ça et qui a été après jouable dans le format Blitz quand tous les héros ont vu leur HP divisé par deux. Mais au départ, c'était parce qu'effectivement, la mécanique du perso est très simple. C'est chaque tour, votre deuxième attaque à +1. Et du coup, c'est vraiment un truc qui est très bien pour entrer dans le jeu et se concentrer, bah, comme tu le disais, Kevin, sur les mécaniques, sur fatiguer, ne pas se faire fatiguer, la value des cartes et tout ça, et ne pas avoir trop de texte sur ces cartes, trop de choses à penser. Je dis ça un peu en clin d'œil parce qu'avant qu'on commence à enregistrer, on a parlé un peu de Yu-Gi-Oh! Et c'est vrai que des fois, tu as des jeux ou des archétypes qui peuvent être plus compliqués à prendre en main dès le départ. Je sais que bah, moi, par exemple, quand on a des nouveaux joueurs, je leur conseille très, très, très rarement Kano, par exemple, parce que c'est un truc sur lequel le texte des cartes est beaucoup plus important, il y a beaucoup plus de choses à connaître. Et du coup, c'est cool bah, d'avoir dans le jeu, surtout à cette époque-là, quand c'était encore peu développé, d'avoir eu des éléments de départ qui sont assez faciles à prendre en main et qui permettent de bien apprécier le gameplay. Ouais. Ouais, et pour information, d'ailleurs, Ira va ressortir bientôt Oui. dans le nouveau pack avec les 3 nouveaux héros de Blitz, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Oui. Dans un futur très proche. Donc du coup, tu prends Ira, tu prends les cartes. Et du coup, j'ai fait mon premier tournoi en ligne dans la boutique Lydie Ward. Du coup, c'était en ligne, c'était par webcam et tout. Et du coup, globalement, je trouvais que la communauté était super accueillante avec les nouveaux. Ils donnaient plein de conseils et tout. Et du coup, c'est ça vraiment qui m'a fait prendre le jeu. C'était la communauté. Mais aussi le fait qu'une carte, elle peut servir à énormément de choses. Soit pitcher, soit bloquer. Et du coup, t'as pas vraiment de carte morte dans la main. Ça, j'ai vraiment aimé ce mécanisme aussi. Je crois que c'est vraiment une mécanique qui fait que tout le monde. C'est une des mécaniques qui attire le plus les gens, j'ai l'impression. Ça. À chaque fois qu'on en parle, les gens adorent ça. Et ouais, bah, les cartes sont hyper flexibles. C'est ça qui m'a convaincu aussi, hein, perso. Donc je comprends parfaitement. Juste avant que tu enchaînes, Notal, je veux en profiter pour faire un petit shout-out à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, 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 et dont je parle pas assez sur ce podcast. C'est Poison, puisque Poison a fait partie des gens qui ont commencé le jeu aussi très très tôt, voire au tout début, et qui ont été dans cette communauté de peu de joueurs au départ, mais qui était super cool. Et enfin, moi, je sais que c'est aussi une des personnalités qui a fait que je suis rentré et resté sur le jeu. Et du coup, voilà, j'en profite vu que Kevin en parle un peu pour lui dire merci quand même, parce que je pense qu'il y a pas mal de joueurs et joueuses qui sont venus ou qui sont restés grâce à des gens comme Poison et à ce qu'ils apportent à la commu aussi. Donc, merci à eux. Entièrement d'accord. Voilà. Poison. Ah, Poison, c'est quelqu'un, Poison. Pareil, hein, c'est une des premières personnalités que j'ai croisées et adorable du début à la fin. Il y a un clair. autre gars que j'ai croisé très très tôt aussi sur le jeu, il a un nom de viennoiserie, mais j'ai oublié lequel, je sais plus, Je mais connais pas. il est bizarre, il joue des héros, enfin il joue des héros Je crame la gueule des gens. Je connais pas. Mais ouais, c'est un truc très cool de la communauté Flesh and Blood, les gens sont hyper accueillants, il y a toujours des bons moments, il y a toujours des gens pour t'apprendre des trucs, te montrer des trucs, t'aider quand tu commences. Genre. Si des gens nous écoutent et n'osent pas commencer et se disent oui mais c'est compliqué, j'ai peur, n'hésitez pas, je pense que de tous les TCG que j'ai pu faire, et quand je dis de tous les TCG que j'ai pu faire, et on sait que j'en ai fait plein, c'est vraiment, je pense, l'un des plus accueillants, voire le plus accueillant. Genre, kiffé. Donc on va faire un petit fast-forward et parler maintenant de l'événement pour lequel tu es ici en interview, c'est-à-dire les nationaux en tant que tels. Et comme on le disait avant le lancer, il y a un sujet qu'on aime beaucoup aborder, Croissant et moi, c'est l'après. Ouais. Du coup, comment s'est passée ta préparation? Est-ce que tu avais... Comment tu t'es préparé? Comment tu t'es entraîné? Est-ce que tu avais des decks où tu te disais je vais forcément les affronter? Et qu'est-ce qui a mené au fait que tu aies choisi de jouer le deck que tu as joué, dont je te laisserai parler, même si on ne va pas entrer dans les détails? Pour commencer avec la préparation, c'était bien avant, j'avais commencé
pour le mémoire de mon diplôme en gros. J'avais fait un interview de Pierre Canali, Mhm. et le sujet c'était comment se préparer au mieux à un tournoi de cartes. Et du coup, faire ce mémoire, ça m'a permis d'avoir énormément de théorie tout sur la préparation et d'avoir aussi un retour d'un ancien joueur professionnel de poker et de Magic. Mhm. Ouais, c'est ouf. Et du coup, bah, j'ai pu appliquer un peu ça. Du coup, ça m'a permis de faire une bonne perf aussi au BH de Anvers, il me semble. Oui, BH en vert. Mais du coup, la préparation avec le deck Lexi, ça a commencé d'abord pour le Calling Birmingham. Là, je me suis pas vraiment traîné, j'ai juste joué quand j'avais envie de jouer. Mais c'était après le BH que j'ai vraiment commencé à vraiment bien me préparer. Et du coup, non, c'était plutôt après le calling. Mhm. Et du coup, là, j'ai commencé à m'entraîner en, en draft sur le Discord Runaway, mais aussi en CC. Et du coup, pour ça, ma routine, c'était le matin, je vais à la salle, vraiment pour bien me réveiller, avoir plus d'énergie. Et après, l'après-midi, je faisais minimum une draft et une partie de CC. Du coup, c'était une draft et une partie de CC minimum par jour pendant 3 semaines avant les nationaux. Ah oui. Ah, t'avais vraiment le rythme. Parce que du coup, par exemple, on a parlé à plusieurs personnes qui ont fait les nationaux, notamment Smilou, et on sait que beaucoup de gens avaient une stratégie en disant je vais plus focaliser le CC, je vais plus focaliser le draft. Toi, tu t'es dit non, faut que je sois solide sur les deux. Ouais, parce que, ouais, ouais, parce qu'il y avait les deux formats. Et par exemple, si on s'entraîne que au draft, mais qu'on passe pas les 3 premières rounds de CC, ça sert à rien un peu. Et du coup, pour moi, c'est ça, il fallait s'entraîner aux deux. Ok. Ouais, pour le coup, je comprends l'argument. Bah, j'avoue, j'aime Ouais, je beaucoup. pense que. J'aime quand même beaucoup la réponse de comment tu t'es préparé. Bah, j'ai fait un mémoire sur le sujet. Ouais. Ouais. Ça, j'ai beaucoup aimé la C'est réponse. pas tous les jours qu'on peut entendre ça, Ah, Ah, je j'avoue. hein. m'attendais pas du tout à cette réponse-là et je suis ravi. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, En même temps, si on est honnête, est-ce qu'on a d'autres gens avec qui on a déjà parlé, en interview ou pas, qui nous ont dit, pour me préparer à ce tournoi, j'ai fait un mémoire à jamais. sur comment bien me À préparer. jamais. J'ai Non, écrit bah un donc livre. 100% mérité, voilà, C'est 100% mérité. 100% Genre, mérité, ouais, non, champion mais de c'est France. vraiment, Il a été trop fort. c'est Du coup, vraiment voilà, ça. vous le savez, pour gagner, il faut faire un mémoire. C'est Voilà. ça. Ça me fume parce que ça donne un peu une vibe de, tu sais, genre, bah Kevin, comment tu t'es préparé? Bah, je sais pas, ce que je trouvais sur le sujet, c'était pas assez intéressant et tout. Je suis allé interroger 2-3 personnes, mais ça m'a pas convaincu. Du coup, j'ai écrit mes propres articles. Comme ça, hop, j'étais sûr que c'était Mais en vrai, bon. c'est intéressant, tu vois. Parce que le fait que tu dises, bah, typiquement, le mémoire, c'est une façon théorique hyper intéressante d'aborder le sujet, déjà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup travailler la théorie avant même la pratique. Et le conseil aussi que tu donnes, le fait d'aller à la salle, je sais que le sport, c'est un moyen que beaucoup de personnes ont pour extérioriser beaucoup de choses et qui aide beaucoup à se concentrer et souvent à se sentir mieux. Donc on avait Smilou, la petite recette des gâteaux pendant les tournois pour avoir son petit apport de glucides. Bah franchement, moi j'aime bien ces conseils-là. Bah, c'est pas pour rien que la plupart des gens dans toutes les disciplines, enfin, les gens qui performent dans des disciplines, c'est quand il y a une routine, quand il y a des choses qui sont réfléchies en termes de préparation et de pourquoi on fait telle chose, pourquoi on fait pas telle chose. Aussi, des questions de sommeil, de tous ces trucs-là, c'est des choses qui sont hyper importantes et ça ne fait évidemment pas tout. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous dormez vos 10 heures par nuit ou 8 heures par nuit et que vous mangez des gâteaux pendant votre tournoi en étant allé à la salle le matin que vous allez bien réussir. Mais ça peut faire la différence entre une personne qui va juste bien maîtriser son deck, jouer le meilleur deck de la salle et être bon dessus, et la personne qui sera bon dessus, mais qui, parce qu'il est plus en forme, va être capable de tenir jusqu'au dernier tour de la dernière game des 6 rounds, des 9 rounds pardon, du jour 1 et du top 8 du jour 2. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que tu acquiers aussi avec une bonne routine, une bonne hygiène de vie et des trucs comme ça. Et c'est aussi dans ces moments-là que tu vois bah, justement un peu, entre guillemets, l'ADN de champion. Mais c'est justement cette préparation et c'est tous ces efforts qui sont faits en amont. J'ai une vraie question du coup sur le mémoire dont tu parles. Est-ce qu'il est disponible quelque part sur une plateforme, genre sur Internet, quelque chose? Parce que je suis sûr que moi déjà, ça m'intéresserait beaucoup de le lire, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, trouveraient ça intéressant aussi. Bah, je pourrais vous l'envoyer si
Pedro est d'accord, puisqu'il y a que lui que j'ai interviewé, mais je pense qu'il sera d'accord. Ok. Ouais, Shoot moi, out, hein, l'œil d'Ophidia. En qu'on vrai, a je serais déjà grave chaud. Ouais. Je serais grave chaud de l'avoir aussi. Ouais. C'est vrai Ouais. qu'on n'a pas encore eu Pedro, on en a parlé plusieurs fois. Ceux qui aiment bien l'œil d'Ophidia et qui aiment bien notre chaîne aussi, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Ça Pedro arrivera a un déjà jour. dit qu'il était partant aussi, c'est juste qu'il y a des questions de timing, des fois un peu compliquées, et parfois aussi des questions de sujet, c'est-à-dire que enfin, ça fait partie des gens qu'on a envie d'avoir, entre guillemets, pour une bonne raison, et qu'on n'a pas envie juste de ramener en mode discute avec nous de notre sujet de la semaine. Genre, coucou, Et, c'est un pote, on le ramène, voilà. ouais. C'est moins. C'est un peu moins pertinent quand on a quelqu'un de la qualité de Pedro de l'inviter. Là, comme Kevin, tu vois, là, c'est hyper intéressant parce que ça part directement de ton achievement et de ce que tu as fait il y a maintenant 2 week-ends. Et je trouve ça super cool d'avoir des occasions de vraiment donner un peu le spotlight à des gens très bons ou très influents, super cool dans la communauté. Parce que ces gens-là n'ont pas forcément leur propre plateforme. Et c'est des gens enfin, je pense que la communauté dans son entièreté a à gagner à entendre des gens comme toi, comme Smilou, communiquer un peu plus sur leur deck, leur prep, etc. Parce que ça va tous nous faire progresser. En fait, ça peut que être positif. C'est ça. Au niveau du tournament, parce que là, du coup, tu as expliqué comment tu t'étais préparé. Mais déjà, quand tu arrives dans le tournoi, donc c'est-à-dire que tu choisis Lexi. Je sais plus exactement si tu as expliqué pourquoi Lexi précisément, mais qu'est-ce que tu t'attendais un peu à affronter par rapport à la méta un peu française qu'on a? Et la deuxième question, du coup, je vais te laisser enchaîner les deux, je pense, dans la réponse, c'est comment pendant le tournoi, tu arrives à rester serein, concentré et dans ton tournoi, parce que pour rappel, les championnats de France, pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos dessus, c'était quand même enchaîner 3 rounds de CC, une draft de 3 rounds, puis encore une draft de 3 rounds, donc c'est quand même beaucoup d'heures. Comment tu fais pour manager ça? Oui. D'abord, je vais répondre à la question pourquoi j'ai joué Lexi. Parce qu'en vrai, avant, je jouais Icelander. Et du coup, après les quests, il me semble, et le ban, j'ai arrêté de jouer Icelander aussi parce qu'à Lyon, ça râlait beaucoup quand je jouais Icelander. Du coup, je suis passé sur Lexi, mais c'était avant Outsider. Et c'était avec Paul Mirand, on est passé sur Lexi. On avait vu la decklist de Chrysiali. Mhm. Et c'était la première Lexi Fuse qu'on a vue. Après, on a vu qu'il y avait genre encore des 3 Last Stitch Effort, 3 Energy Potions pour battre le Dim. Et du coup, avant Lexi, elle avait pas assez de cartes. Du coup, tu rajoutais des cartes comme ça, les Energy Potions et tout. Et après Outsider, on a eu tellement de cartes avec le Codex, les Infecting Shots, Fatality Shots, Sedation Shots. Et du coup, ça, j'ai beaucoup aimé d'avoir énormément d'options. Où, à chaque fois, du coup, Lexi, elle peut toujours s'adapter à la méta. Et du coup, puisque j'ai joué Lexi depuis longtemps, du coup, c'est depuis février que je joue Lexi. Du coup, ça fait 7 mois. Ouais, Ça du commence coup, à faire. du coup, je suis resté sur Lexi et pas repartir sur un héros où je dois tout réapprendre pour avoir toutes les subtilités. C'est pour ça que j'ai joué Lexi. Et après, pour la méta à laquelle je m'attendais, c'était l'année dernière aux Nationaux. J'avais joué Bravo Aura pour se focaliser sur Holdim. Mais en fait, parce que aux États-Unis, tout, ils étaient tous sur Holdim. En fait, j'avais remarqué que les Français, genre les joueurs français, ils jouent plutôt ceux qu'ils aiment, ceux qu'ils aiment. Du coup, c'est très varié. Et du coup, je m'attendais pas à une méta, je m'attendais à une méta très variée, mais avec une majorité de Lexi. Et du coup, pour m'entraîner, je me suis juste focalisé sur les mauvais match-up, c'est-à-dire Katsu, Bromai, Uzuri. Du coup, c'est les 3 les principales mauvais match-up. Et du coup, et Bravo Fatigue aussi. Et du coup, je me suis entraîné que contre ces 4 decks. Car contre les autres decks, je sais que je suis à 50-50 ou plus. Et du coup, le fait juste de bien réfléchir et tout, ça permet de gagner contre eux. Alors que les 4 mauvais match-up, il faut vraiment avoir beaucoup d'expérience et tout pour essayer d'avoir un peu plus de win rate. Ok. J'ai juste deux petites questions pour Oui. aller un tout petit peu plus loin là-dessus. La première, c'est est-ce que tu as quand même hésité avec le ban de Bullseye's Bracers et l'arrivée de Warmonger's Diplomacy dans la foulée? Est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit peut-être que Lexi est plus forcément le meilleur deck et peut-être que c'est un deck qui pourrait
entre guillemets, que je mette un peu de côté et que j'essaye de trouver un truc un cran au-dessus pour les nationaux. Et sinon, bah, c'était juste, enfin, plus qu'une question aussi, dire effectivement, je trouve ça hyper intéressant dans le process de se dire, bah, j'ai un deck que je considère comme le meilleur ou un des meilleurs de la salle. Qui plus est, c'est un deck aggro. Donc on sait, on en a parlé beaucoup ici dans plusieurs épisodes, que les decks aggro, surtout quand la méta est assez large, assez open, parce que en début de méta ou parce qu'on est en France, c'est intéressant de jouer des decks aggro parce que c'est des decks où tu n'as pas besoin beaucoup de te soucier de ce que la personne fait en face, dans le sens où tu as ta stratégie et ton but c'est de l'appliquer au mieux. Là où des decks contrôle comme Bravo Fatigue par exemple, bah faut connaître absolument les listes de Lexi, les listes de failles, les listes de machin pour être capable de les fatiguer au mieux. Donc c'est plus long et plus dur à mettre en place. Donc je trouve ça intéressant comme approche de se dire, j'ai un deck aggro qui est probablement le meilleur deck aggro de la salle, puisque c'est comme ça que c'était perçu à ce moment-là, et je pense que c'est toujours perçu comme ça et que c'est toujours le cas. Et du coup, de se dire, bah, je vais juste focaliser les mauvais match-ups, et on pourra en reparler un petit peu après, mais on l'a notamment vu dans ton top 8 contre Paul, où ça a bien payé. Mais du coup, ouais, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir cette confiance en soi, de se dire, sur les match-ups qui sont positifs, je vais être assez bon pour exécuter correctement et battre mes adversaires juste parce que mon deck est meilleur et je suis favorable. Du coup, j'ai pas vraiment besoin de m'en préoccuper. Donc, je vais aller travailler sur les autres. Et je trouve ça intéressant. Et du coup, ça fait un peu le cercle avec est-ce que tu étais encore confiant dans cette stratégie et dans le fait que tu avais le meilleur deck de la salle malgré Warmonger et Bracers? Bah, du coup, tout d'abord, c'était le ban de Blue Eyes Bracer. Mm. Du coup, pour moi, je voulais d'abord tester. Pour moi, Lexi était quand même forte. Du coup, je voulais tester. Du coup, j'ai pris Hornet Sting. Ouais. Et après, j'avais remarqué, par exemple, en faille et tout, avant, je gagnais genre avec 7 PV différence ou 10 PV différence. Mais maintenant, je gagne genre à 3 ou 2 PV. Et du coup, je trouvais que c'était un très bon ban. Mais Elixir, Mhm. c'était quand même forte. Parce que Bulleye Bracer, ça pouvait faire 13 de value. Pour un Renrazor, Bolten Shot et un Lassaro. Et du coup, à la place de faire 13 de value, tu faisais 1 ou 2 avec ton Sting. Et je trouvais, d'après mes tests et tout, ça allait quand même. Du coup, je suis quand même resté sur Lexi. Ok. Après, j'ai Warmonger, c'était très très fort comme carte. Mm. Mais des fois, ça fait un peu rien. Mais des fois, c'est vraiment game changer et tout. Et du coup, j'ai essayé de jouer Trench. Du coup, je trouvais que quand tu joues Trench, les adversaires arrêtent de jouer Warmonger, ils bloquent plus ou ils pitch. Mm. Et après, j'ai trouvé que juste Tunic plus Snapdragon, ça suffisait à battre Warmonger. Parce que quand t'as encore tes snaps, l'adversaire va un peu hésiter à faire Warmonger. Mm. Parce que si jamais t'as une flèche, tu peux balancer et faire casser les snaps. Ok, ok. Ok. Intéressant, ouais. Globalement, je suis assez d'accord avec les réflexions, et je pense qu'effectivement, Warmonger, c'est une carte qui est presque plus forte parce qu'elle existe que parce qu'on la joue réellement. Tout le monde Et le dit de toute façon. ouais, Ça dans, force dans les faits, ouais. c'est ça, c'est cette force à des fois un peu sous-jouer pour jouer autour. Mais je pense que ça revient aussi un peu à ce qu'on disait sur le fait de juste, entre guillemets, et je dis pas du tout ça d'une manière avec prétention ou quoi, et je dis pas encore moins que c'est le cas de ta part, au contraire, parce que je sais que tu es hyper humble comme personne, mais il y a ce côté un peu, si je suis capable d'être meilleur que mon adversaire, bah, je suis aussi capable d'outplacer Warmonger et de mieux jouer autour des situations où Warmonger me punirait que lui, etc. Et du coup, je pense qu'il y a, avec ce genre de carte, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte, et je pense que si tu es confiant dans ta capacité à jouer correctement, à bien Arsenal, à bien réfléchir à tes targets d'Arsenal pour ne pas que Warmonger soit game breaker contre toi, c'est aussi plus simple de prendre Lexi malgré tout en se disant, bah, je vais être capable d'outplay la réponse de mon adversaire à mon deck. Ok. Du coup, t'as ta Lexi, t'arrives, t'es confiant, etc. Mais comme la question que j'avais posée avant, c'est une question qu'on pose quand même assez souvent, genre comment t'as ressenti ces 9 premières rounds au niveau de la fatigue? Genre, est-ce que t'as un petit truc, pour rester focus, pour bien te sentir pendant ces tournois-là? Parce que comme tu as dit, ça fait quand même longtemps que tu joues, t'es un habitué des tournois quand même en TCG. Donc,
Bah, du coup, j'étais pas fatigué lors des 9 rounds. Mm. C'est vraiment l'habitude de faire du sport et de m'entraîner. Mon corps a l'habitude d'avoir plus d'énergie. Et du coup, quand je fais des tournois et tout, bah, j'ai assez d'énergie pour rester concentré durant tout le tournoi. Et du coup, moi, je suis parti. D'abord, pour les premiers rounds, j'étais parti pour l'optique de faire 2-1 ou 3-0. Mais c'était pas ce qui s'est passé. J'ai fait 1-2. Et du coup, dans ma tête, j'étais déjà en mode demain, je vais faire le PTI. Et du coup, j'ai arrêté de stresser. Du coup, j'ai joué tranquillement. Et après, ça s'est bien passé. Parce que du coup, t'as fait quoi comme score au draft? Parce que si t'es parti en 1-2, t'as affronté quoi en 1-2? Et 1-2, première game, j'ai affronté Clément et Z, un super joueur de Lexi. Mhm. Je pense qu'il joue mieux que moi. Ah, Parce qu'il m'a. il était venu jouer à Ouais, Paris à un moment. ouais, il joue ultra bien Lexi. J'ai pas vu d'erreur de sa part. Il avait un sideboard aussi qui était très orienté miroir. Et il a aussi, par exemple, bloqué mon Free of the Kind en Arsenal pendant 4 tours avant de me tuer. Ouais. Ah, c'est ok. Du coup, là, je perds la première game. Après, la deuxième, c'est contre un joueur Braillard de Marseille. Du coup, lui, il avait son channel en héroïque. Mais là, c'était Arctic Incarcération qui a permis de calmer un peu pour que je puisse reprendre un tempo et gagner. Du coup, là, je suis à 1-1. Après, la troisième game, c'était contre Moll. Du coup, il fait Spinal Dominate, 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 Dominate. Du coup, je fais qu'encaisser. Après, à un moment, je vois qu'il a pas de Warmonger. Du coup, j'ai dit, c'est bon, je vais défendre avec Trench, Perche, un bloc 3 sur son Spinal Dominate pour pouvoir réattaquer. Du coup, je fais ça, j'attaque. Après, il sort un Warmonger de l'arsenal ou de la main, je sais plus quoi, et du coup, ça me rebloque. Et après, il fait un Command and Conquer. Après, il fait que Dominate jusqu'à me tuer. Du coup, là, j'ai dit en mode, ça va pas très bien se passer la journée. Après, Ah, des sur le fois, draft, bravo, ça sort comme ça. Hein. ouais. Des fois, faut accepter. Après, pour le draft, j'ai fait 2-1. Du coup, j'avais drafté Prism. Au début, je voulais pas drafter Prism puisque la personne à ma droite forçait Prism. Du coup, dès le pack 1, j'ai vu qu'il n'y avait plus la commune de Prism. Du coup, je suis plus parti sur Bolted. Du coup, j'ai fait plus des cartes light et tout. Après, j'ai vu qu'à un moment, il y avait les cartes de Prism qui revenaient. Et aussi au pack 2, j'avais l'Herald of Erudition Extended Art. Du coup, pour moi, c'était un signe du destin pour dire Allez. Allez, on allez, prisme. on va forcer Prism. Après, c'était une bonne stratégie puisque finalement, la personne qui a forcé Prism à ma droite est passée sur Chen. Et j'étais entouré de 3 chaînes. Du coup, un chaîne à ma droite et deux chaînes à ma gauche. Du coup, mon deck Prism était pas mal. Après, le premier, c'était Miroir Prism, je pense. Le deuxième aussi, Miroir Prism. Après, le troisième, c'était contre Tagore, qui était le seul Boltin de la table. Il avait un deck de Blitz, du coup, Tech Flight, via Vanguard. Je crois qu'il est resté à 18 PV, je suis mort. Ah oui, ok. Ouais, bah. Ah ouais. C'est It pas is mal. what it is. Mm. It is what Du coup, it is. là, C'est ça. du coup, là, je suis à 3-3. Et du coup, pour la deuxième draft, j'étais avec Croissant et Mohamed. Il y avait Croissant, il y avait, enfin moi, il y avait Moms, il y avait Natalia à la table aussi. Il y avait une table, pour une table en 3-3, moi genre j'ai vu le papier, je me rappelle, j'étais en mode, bon les gars, c'est stacké là, qu'est-ce qu'on Ah branle là? ouais, elle était violente la table Ouais. 3-3. Enfin genre moi j'accepte, je me suis pas préparé pour le tournoi, je suis un clown, je suis là par hasard, mais vous, genre, pourquoi je joue avec ça là? J'étais Ah la en mode, vache. bon, Ah, je vois cette table-là, je pense que j'arrive et je fais bon, je vais aller prendre un verre d'eau, moi. Je vais prendre mon déjeuner. Hein. Bisous, les gars. Enjoyez. Prévenez. Attends. Mettez-moi les foils de côté, c'est tout. Je prends pas, je vais pas Attends, faire autre chose. Je suis en train de me rappeler, mais il n'y avait pas Ariella aussi, Kevin, à la table? Non, il y avait Non. pas rien. Ariella, il était à ma table. Ok, my bad. Je sais pas, moi j'ai cru qu'il y avait Ariella, mais my bad. Du coup, j'ai vu les gens de la table, ils étaient un peu stressés et tout. Ils étaient en mode ah, faut que je fasse 6-0 à partir de maintenant pour top 8. Et moi, j'étais les pics de la value. Demain, c'est Je fais le le- PI. Du coup, j'avais zéro stress et tout. Parce que pour moi, c'était déjà fini. Faire 6-0, c'était chaud.
Et du coup, là, quand on commence à drafter, je vois que la personne à ma droite force prisme. C'est pas de façon. C'est giga moi. J'ai giga forcé. Après, à ma décharge, je t'ai dit, pick 1, pack 1, j'ai un Wartune rouge et il y a rien d'autre pour prisme dans le pack. Ouais. Donc, Ouais, en vrai, même si ma stratégie n'avait pas été de forcer prisme, et j'assume, c'était ma stratégie dans tous les cas, j'étais en mode, bah. Ouais. Là, je crois que c'est un bon pick, tu vois. Mais oui, j'étais en giga forcing. Parce que juste, enfin, on en a parlé dans l'épisode de la semaine dernière, mais moi, à ce moment-là, j'étais un peu dans. Genre, j'étais en mode, de toute façon, mon objectif, c'était pas top 8. Je pense que je peux plus parce que je ferais pas 3-0, 3-0. Mais dans l'idée, j'étais en mode, je force prisme parce que c'est ce que je maîtrise le plus sur le draft. J'ai une stratégie dans tous mes match-ups et tout. Euh, et j'essaye de faire 2-1 into 3-0 demain avec Canon en CC en espérant tomber sur des match-ups un peu plus positifs que le matin. Et j'essaye d'accrocher le 8-4 pour les 220 $, la place de l'argent. Spoiler, vous le savez, hein, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière, faites-le. Ça n'a pas marché. C'est un échec total. Mais ça a permis à Kevin d'avoir une draft de qualité. Je lui passé des trucs sympas. Du coup, ça m'a permis de savoir que prisme, c'est mort. Mm. Et du coup, je pique que des génériques et aussi de l'argent. Parce qu'à un moment, Croissant me passe un Soul Shield Foil. Non, c'était un. Si, c'était un Soul Shield Rainbow Foil. Il y Ouais, avait du coup, Emerald of Protection rouge dans le pack. Et moi, à ouais. ce moment-là, je jouais toujours la gagne. Je le rappelle, c'est pour ça. À ma Du coup, décharge. je prends ça. Après, il y a le casque Cold Foil. Tu sais, où tu payes 1 pour défendre 2. Ouais, le Iron. Iron Idol. Ouais. Du coup, c'était Cold Foil. Du coup, je prends. Et après, je vois, il y a 0 carte de prisme. Après, il y a Boltin. J'avais piqué quelques lights, mais j'ai vu que Boltin aussi, c'était mort. Du coup, il restait plus que Shen et Levia. Je crois que c'était pick 10 ou pack 11, c'était comme ça. Et du coup, Levia, j'ai fait des tests avec. Ça s'est toujours très mal passé. Et en plus, ouais, la semaine avant, je me suis entraîné avec Paul Le Gouez. Et j'ai vu qu'il était vraiment d'un niveau genre au-dessus avec Levia. Genre à chaque fois, il me disait, ouais, non, là, il faut que tu fasses ça, là, il faut que tu fasses Ouais, ça. ouais. Ouais, en plus, c'était là, croissant. Mm. Du coup, j'ai dit, c'est mort, Levia, j'ai pas joué ça, je le maîtrise pas assez. Du coup, je suis parti sur Chen. Et c'était pas mal, j'avais quand même pas mal de génériques au début. Du coup, j'avais eu un deck de Chen, pour moi, il était potable pour faire un 2-1. Du coup, première game, j'affronte Boltin. Et du coup, je crois qu'il commence, il charge une carte. Et après, pendant mon tour, il laisse passer 7 dégâts, puis il passe à 13. Du coup, je me dis, c'est bon, c'est un Boltin qui veut faire la res. Du coup, je vais faire que bloquer jusqu'à Soul Shackle 2-3. Et du coup, c'est comme ça que je gagne la res. Après, le deuxième, c'est encore un Boltin. Du coup, lui, je crois, tour 0, il a laissé passer 4 ou 3 dégâts. Du coup, j'ai fait que attaquer. Il a pas bloqué, alors que c'était le tour 0. Du coup, j'ai dit, ah ouais, il a sûrement une très bonne main. Et effectivement, il avait, je crois, Tech Flight, via Vanguard, un truc comme ça. Du coup, je crois, il m'a passé à 11, un truc comme ça. Et après, c'était Steward Shadow qui m'a fait gagner. Mm. C'est la carte où tu payes 2, tu peux choisir une Ouais. carte de ta baniche. Et du Il coup, a j'avais joué, hein. pris, ouais, du coup, j'avais pris Overload, rouge. Mm. Overload tapé à 5 de minette. Avant, je l'avais boosté, du coup, c'était à 7, un truc comme ça. Ah oui. Du coup, ouais, c'est ça qui m'a fait gagner et tout. Ça m'a permis d'avoir une attaque en plus de minette. Après, le pouvoir le finir aux arcanes. Mm. Du coup, là, je suis à 2-0 pour ça. Et après, la finale, c'était le Miroir Chain contre Clément encore. Et du coup, on a eu C'est vrai les qu'il y deux avait des Clément à notre table aussi. Ouais, ouais, ah ouais. Du coup, on avait tous les deux des mauvais baniches, mais j'avais des super bonnes cartes génériques. Du coup, ça s'est pas joué à la baniche, ça s'est juste joué aux mains génériques et tout. Et du coup, là, j'ai gagné cette game. Du coup, ça fait 3-0. Du coup, en fin de journée, on est à 6-3, si je 6-3, dis pas ouais. de bêtises. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, en 6-3, est-ce que tu recommences à y croire et tu te dis, OK, mon deck peut faire 3-0 en CC, je suis assez entraîné avec, peut-être j'ai pas eu de chance le matin, peut-être j'ai eu voilà, la variance un peu contre moi, peut-être aussi j'ai fait des misplays et des trucs comme ça, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, OK, je peux y aller? J'étais pas très confiant, j'ai fait 1-2. Mais je me suis dit, si je perds la première, je vais faire le PTI. Ouais. Et du coup, la première, c'était contre Gloens, Mathieu. Du coup, Draw My Big Dragon. Du coup, un mauvais match-up.
Mais je me suis tellement entraîné sur le match-up que ça s'est extrêmement bien passé. Surtout que j'ai pu piocher Anne Lassaro super tôt, que j'ai pu Mm. la garder en arsenal et du coup j'ai pu tout clean les dragons et tout. Et du coup là c'était un mauvais match-up de passer. Après la deuxième game c'était en stream contre Boltin. Du coup c'était un peu un Mm. cadeau béni, sans être offensant pour le joueur Boltin. Non, bah nous on le connaît parce qu'il On le il vient connaît, de il est Ouais, Paris. pas Il, Adrien, mais c'est un il très bon joue, joueur. ouais, il joue très bien. Il joue Bolton depuis longtemps. C'est juste que bah là on l'a vu Bah, sur il a la fini game. 10e. Hein. Ah ouais, Toi, t'es plutôt solide. bien sorti de ton côté et lui, Ouais. malheureusement pour lui, bah il est pas forcément super bien sorti. Et puis même juste, bah c'est là aussi qu'on voit, comme on le disait tout à l'heure, la différence de power level entre des decks. Et juste Boltin, c'est un deck qui est très sympa et que tu peux très bien jouer, surtout quand tu t'appelles Adrien, mais qui juste est un voire deux crans en dessous de C'est ça. Lexi. Et du coup, quand t'as pas une très bonne sortie ou que t'es pas meilleur que ton adversaire ou quoi, c'est très dur parce que juste aux mains par main, en fait, bah lui, il bloque 12 en attendant sa combo, toi, tu présentes 15, bah forcément ça leak, et puis après, tu fais un tour de Rainrazor Flufferkind, tu présentes 25, et Ouais. là, il passe à 9, et du coup, il peut plus garder de cartes pour son C'est tour ça. de combo, parce que, enfin, et juste, en fait, tu fais pas d'erreur sur la game, J'ai fait. et ton deck est meilleur en fait Ouais. et, En plus, et j'ai donc des là codex Martia et tout. Ouais. ouais qui aide bien aussi. Et donc Je là t'es pense que à 8-3 euh, à ce moment-là je crois. ah ouais. Et Et donc il pour t'en reste revenir à cette, une. ouais. Ouais, pour revenir à cette game, je crois qu'il a fait 2 erreurs. Et moi, j'en ai Ouais, fait une. Mais je pense que j'aurais quand même gagné même s'il n'avait pas fait ces 2 erreurs. ouais, le Une de courage. ses, une de ses premières erreurs, c'est le courage. Il a pris un Cost One à la place. Et la deuxième, c'était qu'il a oublié de casser ses équipements Mm. ouais, avant de lancer sa combo. Ouais, Mais je pense ouais. que ça aurait pas changé le. Ouais. Bah je crois qu'on avait calculé, enfin sur le stream ils avaient calculé et il a perdu 4 dégâts je crois en faisant pas ça. Il a perdu 4 dégâts et enfin, genre, t'es à plus que 4 points de vie à la fin. Alors, peut-être il aurait récupéré un peu de points de vie aussi avec les hits de Lumina. Ah non, parce qu'il y a eu le même nombre d'attaques, pardon. Donc oui, ça aurait juste mis 4 dégâts de plus, mais tu pouvais les tanker. Donc je pense qu'effectivement, Ouais. ça aurait pas changé Ouais. l'outcome de la game. Et du coup, pour la dernière round, normalement, je devais affronter je sais plus qui, mais ils ont repéré. Et du coup, finalement, je tombe contre un Lyonnais, contre Simon, qui a aussi Mm. fait top 8. Mm. Et du coup, là, on était un peu dégoûtés, parce que normalement, il n'y a qu'un de nos deux qui va aller en top Ouais. 8. Et du coup, cette game-là, je la gagne. Et après, pour l'annonce du top 8, c'était super cool, puisqu'on était tous les deux en top 8 finalement. Ouais. On se demande bien qui Mm. a fait blocage en 9e place, ce qui a fait qu'il est top 8. On se Ouais. demande bien qui c'est. Le petit juste en dessous là. Voilà. En fait, c'est J'ai dans. vraiment senti du sel venir de ma droite, là, je sais Non, pas franchement, pourquoi, franchement, mais... non, ça va, mais en fait, tu vois, typiquement, Miraculous, ce que tu dis, en fait, c'est ce méli-mélo de joueurs qui sont revenus en sous-marin ensuite dans le top 8, qui ont fait que ça a fait un stack au niveau du tie-break, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est ce qui a fait qu'en fait, ben, quand je suis arrivé à la dernière round, on m'a dit, je pense que là, que tu gagnes ou que tu perdes, tu seras à la même place. Mm. Et je Ah pense que ouais. c'est ça qui a fait ça, tu vois. En plus, il y avait une draw, je pense, à la fin du tour. Mm, Je c'est pense ça. que c'était Icelander contre Lexi, je pense, qui a fait draw, comme ça. Mm. Ouais. C'est possible, ouais. Est-ce que tu veux continuer Otal ou est-ce que je continue? Vas-y, j'ai foi en toi. Allez, c'est parti. Est-ce que tu as, alors ça c'est une question sur laquelle on n'a pas forcément besoin Hein. de passer beaucoup de temps, mais est-ce que tu as des gens qui t'inspirent ou t'ont inspiré, que ce soit dans la commu française ou de manière plus générale dans la commu internationale, des joueurs pros et tout. Et est-ce que du coup, un peu plus spécifiquement, il y a des gens que tu aimes regarder quand ils jouent en compétition, parmi ou non ces gens qui t'inspirent, et des gens qui t'aiment bien jouer, et du coup là, plus à l'échelle française, parce que tu as plus l'habitude de les affronter. Mais est-ce qu'il y a des gens où, quand tu te poses face à eux dans un tournoi, tu te dis, ah ouais, ça va être une super game,
ça va être cool, mon adversaire va bien jouer, la game elle va être serrée. Enfin, tu vois, genre ça va être une bonne game de Flesh and Blood, quoi. Du coup, comme personne qui m'inspire, avant il y avait Zikan, qui est un ancien joueur. Ouais. Et du coup, on est devenus vraiment super potes et tout. Et c'est lui qui m'a dit de jouer le deck qui te plaît et de pas écouter les aspirales. Mm. Du coup, ça, c'était cool. Et après, comme joueur que j'aime bien regarder, c'est Michael Hamilton. Parce que des fois, il fait des plays, t'es en mode et pourquoi il fait ça? Et après, c'est que plus tard que tu comprends que genre c'était super bien et tout. Ouais. Zikan, Sinon, pseudo qui revient souvent. Hein. Qui revient souvent. Ouais, mais Zikan, il me semble que vous avez pas trop connu puisque vous êtes arrivé Non. après sur le jeu, mais Zikan, moi je l'ai connu que vers la fin et à un moment, il avait des questions notamment sur Islander post-Everfest, donc avant Pricing et tout, et je l'avais pas mal aidé, on avait fait pas mal de games, de trades et tout ensemble, et vraiment, super personne, et joueur incroyable, vraiment, enfin, de toute façon, on va pas faire un cours d'histoire, hein, mais c'est pour les Nations 2022, tout le monde était d'accord après la victoire de Moms pour dire amplement mérité, logique. Pareil là en 2023 pour celle de Kevin. Pas encore une fois, on en a déjà parlé, mais pas dans le sens avant qu'on me tombe dessus, pas dans le sens où d'autres gens l'auraient pas mérité, mais dans le sens où avec le niveau que Kevin t'a montré sur l'année, sur les derniers mois et tout ça, l'implication que t'as, le training que t'as fait et tout, c'est totalement mérité et tu as largement le niveau d'un champion national méritant de ce titre-là. En 2021, du coup, pour les premiers nationaux français, quand Chris Franco a gagné, évidemment, tout le monde a eu... Enfin, moi, je me souviens, tout le monde était en mode super logique, pareil. Chris, joueur incroyable, hein, joueur d'une qualité phénoménale. Le seul petit astérix, c'est les gens ont dit ça aurait pu être Zikan. Alors, je vais pas rentrer dans les détails. Zikan n'a pas pu aller jusqu'au bout du tournoi. Voilà, on s'en fout. Mais Zikan, c'était l'autre personne à cette époque qui était dans ce niveau un peu stratosphérique des Moms en 2022, des Kevin en 2023, des Paul Mirande sur l'année qui fait des perfs de fou en calling et en pro tour. Enfin, voilà, ce genre de gabarit-là. Zikan, il était là-dedans et c'est. Enfin, moi, je regrette un peu qu'il ne joue plus beaucoup au jeu parce que c'était vraiment quelqu'un qui avait un niveau qui était mais stratosphérique, quoi. Enfin, c'est des gens, tu les regardes jouer, t'es en mode on peut faire ça. D'accord, ok. Typiquement, moi, Zigan, c'est un des premiers où j'ai vraiment eu des discussions sur le pitch stacking, tu vois. C'est un truc, tu sais, genre, on te présente le jeu, t'as le concept que les cartes que tu pitches, si la partie est dure, tu vas les revoir. Mais t'as pas le concept que, du coup, tu peux faire en sorte que la partie dure pour les revoir et les revoir dans un ordre précis. Et ça, en 2021, c'était pas un truc qui était aussi répandu et développé que maintenant, où la commu est aussi dans l'ensemble plus forte. Mais c'est vrai que du coup, il y avait un côté, franchement, voilà, c'est juste pour réagir aux deux petits nouveaux en bas là qui sont là en mode Zikan, c'est vrai que Moi, j'avais déjà entendu. On en parle je l'ai connu aussi, moi. Je l'ai connu aussi, Zikan. Zikan, très bon joueur. Ouais, je me rappelle en 2021, on me disait pourquoi tu pitches du rouge, tu fais moins de dégâts et tout. Oui. Oui. Genre vraiment, c'était ça en fait. Mais Crippling, c'est la meilleure carte de ton deck. Pourquoi tu l'as pitché là? Pourquoi tu la joues pas? T'avais 3 bleus pour toi, tu pouvais faire Crippling Dominate. Ouais. Mais ok. Du coup, Zikan, Hamilton. Sinon, il y a énormément de bons joueurs et tout. On a trop à citer, ouais. Ouais, de toute façon. Française ou internationale. Ouais, c'est clair que le jeu s'est beaucoup développé au niveau de la compétition et on voit maintenant des très bons joueurs effectivement dans tous les pays et t'as des gens, tu les regardes jouer et tu apprends des choses en fait, juste. Tu te dis ah ouais, putain, super. Ce que j'aime bien regarder, c'est surtout les spécialistes du héros. Des fois, je regarde des lives de Night Crash sur Faille, mais c'est plutôt pour mon petit frère qui joue au Faille, pour lui dire tu sais, il faut que tu fasses ça, et tout. Je prends le compliment. Le compliment était bien, mais la phrase était belle aussi. Il regarde Night Crash, mais c'est pas pour moi.
Bah, si Ah, ça je peut joue pas à l'aider, Faille. si ça Je joue peut pas à l'aider Faille. à péter la gueule à Faille, ravi, hein, mes streams ils sont là pour ça aussi, pour que les gens apprennent Bah à oui. jouer contre. hein. Ouais, Non, c'est parce que je trouvais que la phrase était drôle. c'est Mais vrai. oui, c'est le principe de toute façon, ça fait partie aussi de ce qu'on fait ici, de ce qu'on fait en général. hein. On partage les connaissances, on partage le savoir pour que les gens en profitent. C'est ça. Ça n'aurait pas intérêt sinon. C'est clair. Qui se lance pour la prochaine? Otal? Ah bah non, quand on dit qui se lance, c'est la personne qui se lance. Ah, Allez, la règle dont personne n'a entendu parler. Qu'est-ce mais- que je vais te poser comme question? Ça, tu y as déjà répondu. On plutôt en est pas là. mal. On en est là, on en est. Oh merde, qu'est-ce que je lui Non, pose du comme coup, je question pense que je vais directement passer, parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on t'a avec nous. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je Mais- pense qu'on peut déjà passer un peu au futur. C'est ça, futur plans, c'est exactement et tout ça. Tout à fait C'est- d'accord. Maintenant que tu es champion de France, Ouais. quel est ton prochain objectif là dans l'avenir proche, moins proche? On sait qu'il y a les Worlds à Barcelone, donc j'espère qu'on t'y verra en tout cas. Ouais. Vu que de toute façon, bah oui, vu que tu as une qualification, donc j'espère qu'on t'y verra, hein, faut pas déconner. Et du coup, à part ces Worlds, qu'est-ce que tu as d'autre de prévu au niveau de tes tournois et qu'est-ce que tu espères aussi au niveau de tes possibles futurs perfs? Et du coup, le prochain tournoi que je vais faire, c'est le BH de Toulouse. Mhm. Et du coup, ça, je sais pas comment ça va se passer, mais je trouve que c'est cool que ça soit que du CC. Du coup, ça fera une pause du draft. Et après, pour l'autre, ça sera les Worlds à Barcelone. Ok. Mm. Pas prévu de calling parce que je sais qu'il y a le Battle Harden Toulouse. Oui. Je sais qu'il y a il y a 2 callings en Asie aussi. Non, il y a un calling et un BH à Tokyo, il me C'est semble. trop loin. Trop loin. Ça fait un peu loin, Ça a ouais. été De sold toute out en façon, plus, annonce, Le- ouais, le BH Tokyo, ils ont fait très fort, sold out en 1 heure. Le BH à ouais. Tokyo. hein. C'est Sold le out en premier, 1 heure. donc forcément la communauté là-bas, elle était très Vraiment demandeuse. Et là, balèze. c'est parti direct. Du coup, il y a les Worlds. Et juste après les Worlds, il me semble qu'il y a un autre BH, Wallonie, je crois. Ouais. Je sais pas si ça peut t'intéresser Je- aussi. Ou... je crois, Ok. Bah, je crois qu'après les Worlds, il y a un autre BH en Belgique aussi. Donc ça aussi, ça pourrait être sympathique. Pour stylé. Voilà, Et, je vais essayer un autre jeu pour faire un peu une pause de Flash and Blood. Ah, moi je sais quel Je jeu. vais jouer. On va faire Moi, des je- games. On va faire des Allez, on games. balance des noms. Non, on ne dit rien. Otal, tu devines. Je lui ai dit, j'ai dit, je sais quel jeu, on va faire des games. Tu dois trouver avec ça. Bah alors disons que j'en ai un. C'est un jeu dont on a beaucoup parlé aussi, toi et moi, Otal. J'allais dire il y a un mec qui a un chapeau en paille, je crois, dedans, mais Oui. je suis pas sûr. Oui. Ouais, parce que les decks, ça coûte pas si cher que ça, les decks, faire un deck méta. Ouais, Bah, ouais. les jeux de ce développeur, de cet auteur, créateur, éditeur, je ne sais pas c'est quoi le terme qu'on utilise, ils ont tendance à avoir des decks où tu peux te faire des decks pour le prix d'un demi-playset de CNC, donc c'est quand même assez agréable. C'est clair. Mais je le comprends C'est et clair, je pense c'est clair. qu'on se croisera potentiellement dessus aussi sur des petites games comme ça. Jamais très lourd parce que genre, c'est pas mon genre, mais C'est cool comme jeu. Mm. Mais bon, Ouais. c'est pas le sujet actuel. non, t'inquiète. Mais Et du coup, dans le futur, est-ce que tu es hypé par la prochaine extension du coup? Parce que ça, là maintenant, ça sort bientôt, c'est dans moins d'un mois si je ne m'abuse. Est-ce que ça te hype, le petit Bright Lights? Ça me hype pas dans le sens qu'il y aura peut-être pas de carte pour Lexi, mais ça me hype Ouais. dans le limité. Enfin, je trouve que c'est vraiment très fort de faire un produit. Tu peux faire du scellé à 4 boosters. Du coup, tu peux faire du scellé pour 16 € environ, ouais. Alors que pour Magic et tout, je crois, pour le scellé, ça coûte énormément plus cher, non? C'est comme ça. ouais, c'est c'est cool selon pour les les nouveaux éditions, joueurs. c'est cher. Du coup, je trouve que c'est cool pour les nouveaux joueurs. Et surtout le draft, il y aura théoriquement qu'une classe. Pour les nouveaux joueurs, ça sera super sympa de drafter puisqu'il y a théoriquement qu'une classe. Même s'il y a 3. Oui, ça va Il être y aura fonctionner 3 types selon de la machin, synergie de ton héros. Ça va être, faut Ouais. que t'aies le bon héros, la bonne synergie, mais c'est vrai que t'as pas le truc où tu dis bon, cette carte-là, c'est une carte prisme, je vais être quasiment obligé de forcer prisme. Ouais. Ouais, ça va éviter d'avoir plein de craquettes bubble pour les nouveaux et tout. Du coup, je trouve que c'est cool. Et Ouais, c'est vrai t'as que pas, enfin t'as pas de hype un peu au niveau de comment ça s'appelle de ce que ça va apporter à la méta potentiellement en blitz et en construit, parce qu'il y a plein de gens qui ont peur. Ouah, 200 plus cartes mec,
ça va casser la classe et tout. Et moi, je sais à titre personnel que comme j'aime beaucoup Theorycraft et deck build, je sais que j'attends avec impatience chaque nouvelle extension, même si ça concerne pas forcément des classes que je joue au départ. Alors là, en plus, j'aime bien Mécano. Mais même quand ça concerne pas des trucs que j'aime bien, juste parce que je vais devoir changer mes decks, je vais potentiellement pouvoir rejouer un truc que je jouais pas avant, ou ne plus pouvoir jouer un truc que je jouais, etc. Enfin, tu vois, là, je suis beaucoup en train de Theorycraft Prism en ce moment, et je me dis, Non. bah, si la méta devient très mécano, est-ce que c'est pas plus simple de build un prisme fatigue, parce que les mécanos se fatiguent tout seuls, etc. Tu vois, genre, il y a des implications. Et du coup, moi, je sais que je suis hype au-delà même de ah ouais, je vais pouvoir jouer Dash, de juste ce que ça va impliquer comme changement que je vais devoir faire. Et tu vois, tu disais, il n'y a pas forcément de cartes qui vont être pour Lexi. Mais est-ce que tu as hâte de comment tu vas devoir adapter ton deck Lexi pour combattre la nouvelle méta si tu continues à jouer Lexi? Ou est-ce que tu as hâte de reprendre un autre deck et de peut-être Theorycraft et train un autre truc pour les Worlds si tu te rends compte que Lexi ne passe pas dans la méta post-Bright Lights, etc. Est-ce que c'est un truc qui Ça peut être te LL. hype ou pas? Elle peut être LL aussi, ouais, c'est Ouais. vrai. Moi, ce qui me hype le plus, c'est surtout les cartes qui seront supplémentaires ou supplémentales. Du coup, je pense qu'il y aura les bots légendaires de gardien. Du coup, je connais. Ouais. Qui va défendre peut-être à 2, un truc comme ça. Et du coup, peut-être passer sur Bravo. Ok. Ouais, les bots légendaires qui défendent à 2 de gardien, elles sont dans le produit UPF. Hein. Elles sont pas légendaires, mais elles bloquent à 2. Hein. On l'a vu. Hein. Elles bloquent même à 3 parce que 2 plus 1. Broken. Le plaisir pour les joueurs comme moi. Moi, je vais adorer. Oh là là. Je vais l'acheter si fort, ce produit, mec. Ah, il a trop bien. Mais encore une fois, c'est une autre vidéo. Oui. Ouais. Je pense qu'on mais ok, on a le call de la part de Kevin sur les bots légendaires de. Bah, en même temps, alors pour le coup, c'est pas aberrant parce qu'on reviendra à d'autres occasions sur Bright Light, mais c'est vrai que dans un set où il va y avoir que du mécano, c'est compliqué de dire que les 6 ou 7 légendaires, je sais pas combien il y en a de prévus dans le produit, seront mécano parce que pour le coup, ça fait beaucoup de choses, même si elles ont toutes un peu leur playstyle qui va avec les héros, les machins et tout. Ça risque de faire beaucoup en termes d'apport si tu as autant de légendaires. Et du coup, peut-être qu'il y a des slots légendaires qui seront des slots pour d'autres classes sur le slot d'expansion. Donc ça peut être intéressant. Et du coup, s'il y a des bots gardiens, bien joué Kevin. Good call. De ouf, good call. À part si vous avez d'autres questions, les amis, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bah, on peut faire un peu dans la catégorie Final Worlds pour clôturer le truc, mais ouais, du coup, bah. Une question chacun, let's go. Allez, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se lance juste maintenant dans Flèche et du coup pour que la question soit un minimum pertinente, qui s'y lance avec une volonté de compétition et de résultats un minimum. Pas juste qui se lance pour jouer avec son frère et sa sœur chez lui, mais qui se lance vraiment, qui vient faire des tournois et tout. Bah, d'abord de jouer un deck qui te plaît et pas écouter les autres, même s'il y a beaucoup de sel et tout. Jouer genre le deck qui te plaît, même si c'est la méta, pas méta. Et aussi réduire genre ce que tu vas espérer sur les performances. Parce qu'il y a tout le monde qui s'est entraîné, tu n'es pas le seul, du coup il y a tout le monde qui mérite en gros de gagner. Après ça demande un peu une part de chance et de l'entraînement. Et du coup moi je l'ai remarqué, c'est quand je n'espère pas gagner que ça se passe très bien, et quand je veux gagner ça se passe très mal. Je crois qu'il y a le stress qui joue et tout, ou de pas stresser. Ouais. C'est intéressant ça du coup, ouais. Ok. Intéressant. Ouais. Mais c'est bien, en fait, ça va aussi avec ce qu'on disait sur le fait qu'il ne faut pas se laisser submerger par le stress, que justement, en soi, c'est la part de chance, ça reste un jeu de cartes, il y a une part de chance dans tous les jeux de cartes. Et en fait, on a mentionné ça, mine de rien, genre, sans le dire avec des mots dans cette interview, sur le nombre de fois où on a dit des fois quand ça veut pas, ou des fois tel deck il déroule et c'est bon, quoi. Donc oui, c'est vrai que c'est quelque chose, il y a une partie qui est hors du contrôle de chaque joueur, et c'est vrai que c'est un conseil qu'on peut rappeler aux gens.
Dans d'autres jeux auxquels je jouais, il y avait cette phrase très simple qui disait si tu ne veux pas de hasard, va jouer aux échecs. C'est vrai. Et je pense que dire ça de façon moins violente, parce que je trouve ça très violent de dire ça quand même, mais dire ça de façon moins violente aux gens, je trouve que c'est super important de rappeler que en fait, dans un jeu de cartes, le hasard fait quand même partie intégrante du truc. Et qu'il faut pas l'oublier que des fois, peu importe la prep, tout le monde s'est prep aussi. Et tout le monde s'est prep aussi, tout le monde a bourriné aussi, tout le monde veut gagner aussi, tout le monde est là pour ses propres perfs, son propre résultat. Et oui, peut-être que du coup, ça va pas forcément marcher parce que des fois les gens sont mieux prep, des fois ils ont de la chance et c'est plein de choses qu'il faut savoir prendre en compte et ne pas oublier en fait. Bizarrement, je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois par rapport à mes résultats et tout, mais c'est vrai que la dernière fois que j'étais allé à un tournoi, c'était le Calling Anvers. Je m'étais beaucoup entraîné, j'y étais allé. Là, cette fois, je perf. Je m'étais fait déglinguer, notamment par Rob Catton, qui m'avait attrapé avec son Katsu, qui m'avait dit bonjour, il m'avait éclaté la gueule. Et c'est vrai que là, pour le coup, pour une fois, je suis arrivé au Nats en mode je joue un deck que je connais. J'ai joué faille, j'ai fait X game pendant le mois, je me suis un peu entraîné, mais vas-y, j'y vais pour voir des potes et jouer. Et au final, c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. Donc, c'est vrai que ce que tu dis, c'est plein de sens, Mirakuru. Et essayez, vous allez voir, en soi, ça marche bien d'être un peu plus détente quand vous allez. Et tu remarqueras que Smilou nous avait dit quelque chose d'assez similaire aussi, où il était un peu en mode. Moi, j'étais en mode. Je voulais faire mes petites parties, pousser mes cartes. Et après, de temps en temps, j'ai fait. Alors peut-être. Et du coup, il est arrivé en finale jusqu'à toi. Donc en fait, au final, les deux finalistes qu'on a eu nous ont tous les deux dit qu'ils étaient venus en mode. Oh, moi, je vais pousser des cartes le premier jour et peut-être le deuxième jour, je fais le PTI et voilà. Et c'est pas grave, c'est fun. Et au final, les deux personnes qui avaient gagné, quoi. Donc, il y a quelque chose à dire pour le fait de venir pas stresser, hein, même si, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que le stress, c'est pas quelque chose qu'on contrôle particulièrement. Mais on peut apprendre à le gérer. Donc voilà, c'est assez intéressant de se rendre compte que c'est vraiment cette pattern chez les gens, chez les deux finalistes, en tout cas. En effet. Comme question suivante qu'on pouvait te poser, du coup, on a beaucoup parlé de la communauté Flesh and Blood, du fait qu'on avait un peu une méta à part en France avec des gens qui aimaient jouer ce qu'ils aiment jouer, qu'on avait des gens très accueillants, etc. Comment tu penses que justement cette communauté de Flesh and Blood, mais principalement la communauté française, va évoluer là dans les prochaines années devant nous Ce que j'ai remarqué, que c'est plus la communauté est petite, plus elle est sympa. Et du coup, là, elle est en train de grandir. Et du coup, j'espère qu'elle restera sympa, très accueillant avec les nouveaux et tout. Ouais. Parce que là, je crois qu'on a atteint les 1500 hier ou aujourd'hui de membres sur le Discord FR. Ouais. Et c'était cette année, je pense que c'était cette année que qui a eu la le nombre de joueurs français, je crois que c'était, mais c'était aussi cette année où il y a le nombre de joueurs français a doublé. Ouais. Vous avez dit ça dans un podcast des développeurs. Ok. Solide. Solide de doubler les joueurs. Plutôt solide Ouais. Après, c'est vrai que Fab se développe quand même très très vite, on le voit sur tous les pays. Et c'est bien, ramenez vos potes qui jouent à d'autres jeux de cartes, venez les faire jouer à Flesh and Blood. Il y a moins de texte que dans d'autres jeux, promis. J'en ai ramené 5 ou 6 du speed duel. Let's go. Ah, nice. Moi, j'en ai ramené de Runeterra et il y en a qui font des finales à des nationaux. Donc, c'est ça. Donc ça va, on ramène des gens solides, c'est bien, c'est important. Écoute, sur ce, moi je te propose, on va te laisser le mot de la fin. Et sinon là, ça va faire une bonne heure d'interview. Donc à moins que Otal et Croissant, si vous avez quelque chose à rajouter. Non, moi on est bon. On est bon. Moi, tout est bon pour moi. Merci encore. Vu qu'on va vraiment te laisser le mot de la fin, je ne réagirai pas après, donc je dis maintenant. Merci encore, Kevin, de nous avoir fait le plaisir de passer et de faire cette petite interview. C'était super cool. Et puis encore bravo pour la perf, parce que champion de France, c'est pas rien. Tu as pris le spot de Moms et tu le gardes pendant au moins un an. Donc franchement, bien joué, rien à redire. Et très content aussi que ce soit toi. Très content que ce soit toi. L'année prochaine, on espère que ça sera toi. Comme ça reste dans la team. Il n'y a pas l'avant, je pense. On vient de finir le précédent et j'ai déjà l'impression. Allez, let's go.
J'avoue. Bah écoute, on te laisse le mot de la fin. Et, Je suis très nul pour les mots de la fin, mais let's go Paul Mirande, champion de l'année prochaine. Allez, On croit en toi. allez, Et merci. on Et sauvegarde merci la tout le monde. vidéo et voilà. Merci à toi, merci beaucoup. Merci à toi. Et Ouais. à la prochaine. Yes. Ciao. Ciao.